présenter à vous en quelques secondes. Le but du webinaire, c'est de vous informer, en effet. Et pour cela, on va tout d'abord voir quelques chiffres et quelques définitions. Toujours passer par là pour mettre un petit peu les éléments. Deux parcours client type, avec un petit schéma que j'espère vous pourrez reconnaître également. La checklist du Customer Experience. Et les solutions pour mesurer, analyser, piloter, agir et engager. Quelques chiffres sur l'expérience client. En fait, il y a une étude de Walker qui était sortie directement en 2015, qui avait prévu qu'en 2020, l'expérience client dépasserait en termes d'attente et de facteurs différenciateurs les notions de prix et de produit. C'est dire à quel point c'est un sujet qui est important pour toutes les entreprises aujourd'hui. Et nous, on le valide complètement. Évidemment, c'est plus une hypothèse de 2015, c'est une confirmation, puisque depuis maintenant, même plus de 2-3 ans, on vit clairement dans une économie liée à l'expérience. Et les clients aujourd'hui valorisent plus l'expérience que parfois le produit ou le service en lui-même. Pour Jean-Jacques, oui, la présentation vous sera envoyée par email à la fin du webinaire. Quelques chiffres et pourcentages rapidement. 84% des entreprises qui s'emploient à améliorer leur expérience client constatent une amélioration de leur chiffre d'affaires. Donc, quand on parle d'expérience client, on parle aussi d'argent, évidemment. 97% des dirigeants estiment que la satisfaction client est la clé du succès de leur entreprise. Donc ça, c'est aussi la vue des directions sur le sujet. 82% des Français se fient à l'expérience vécue avec la marque avant d'acheter un produit. Concrètement, on va regarder des sites sur Internet, des sites d'avis clients, des comparatifs, vont demander à leur entourage, etc. 80% des centres de contact ont comme objectif stratégique numéro 1 l'amélioration de l'expérience client depuis plusieurs années maintenant. Et 87% des Français sont prêts à recommander une marque après avoir vécu une bonne expérience avec elle. La fameuse question de recommandation ou de Net Promoter Score que je pense vous êtes nombreux à déjà connaître. Très rapidement, une petite définition sur le Customer Experience, c'est quoi? J'ai tout simplement repris une définition qui est sur le site Définition Marketing, que vous êtes sans doute plusieurs à connaître. Le Customer Experience, ça désigne l'ensemble des émotions, des sentiments, des ressentis pour un client avant, pendant et après un acte d'achat pour un produit ou un service. C'est vraiment le résultat de l'ensemble des interactions qu'un client peut avoir avec vous. Et c'est en partant de ce constat-là que généralement on va s'en servir pour définir ce que l'on appelle le parcours client, avec les pain points ou les points irritants, ainsi que les enchantements. Donc, pour voir tout ça, pour comprendre tout ça, évidemment, il faut manager ces éléments, il faut avant tout mesurer ces éléments, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Avant d'aller là-dessus, depuis quelques années, il y a la pyramide du Customer Experience qui a été disséquée, dissertée, etc. Et donc cette pyramide, pour la traduire en français, parce que généralement ça vient des sites américains, elle se construit comme ceci. Dans un premier cas, au niveau de l'expérience du Customer Experience, une entreprise va d'abord chercher à diffuser du contenu et des informations qui sont consultables facilement. Le deuxième point, c'est de résoudre les problèmes rencontrés par les consommateurs de la marque, du produit, du service. Ces deux éléments-là, généralement, n'importe quelle entreprise française, avec gros écarts avec les Américains là-dessus, n'importe quelle entreprise française est capable de le faire, et si elle ne le fait pas, elle n'a pas de raison d'être. Sur les 4 éléments plus hauts, là, on est déjà sur ce que les entreprises françaises essaient de faire de plus en plus. Troisième point, c'est de répondre aux besoins des clients. C'est déjà parfois un petit peu plus dur, parce que parfois on a une offre standardisée, on ne sait pas répondre à tous les sujets, etc. Donc ça, c'est un élément sur lequel il y a encore toute une partie d'entreprises françaises qui travaillent. Et là où on arrive sur des choses que très souvent on doit travailler, c'est donner aux clients ce dont ils ont besoin sans qu'ils le demandent. Donc être capable d'aller déjà sur des éléments de prédictif. L'autre point, c'est de donner aux clients ce dont ils ont besoin sans qu'ils le sachent eux-mêmes. Donc là, c'est d'aller encore plus loin sur cette notion-là. Et le dernier point, qui est le point ultime, si j'ose dire, et là, il y a très très peu d'entreprises qui savent le faire. Concrètement, les entreprises qui savent faire ça, ça se compte sur les doigts de main, on va dire, c'est d'être capable de rendre leurs clients plus forts et plus puissants. Ça va un peu loin dans cette pyramide, mais je vais vous raccrocher ça avec des exemples très concrets. Quand Apple sort le premier smartphone, à ce moment-là,
Apple rend ses clients plus forts et plus puissants parce que ça leur ouvre des horizons qu'ils n'avaient pas avant. Quand Tesla enverra ses premiers clients particuliers sur la Lune ou dans l'espace, ça va les rendre aussi plus forts et plus puissants du jour au lendemain. Évidemment, ce genre de choses-là, c'est pas à la portée de toutes les entreprises, on en a bien conscience, mais néanmoins, c'est une pyramide, et au même titre que la pyramide de Maslow en marketing, c'est ce que toute entreprise doit se chercher à viser, même si on sait bien qu'on n'est pas tous capables d'aller sur ces niveaux-là. Voilà. Je vais maintenant dérouler deux parcours client type. Alors, c'est des parcours qu'on peut plus trop vivre en ce moment, vous m'en excuserez. Néanmoins, ils existent toujours. C'est une expérience client vécue selon deux entreprises différentes. Dans les deux cas, je dois me déplacer d'un point A à un point B pour me rendre sur un lieu de rendez-vous, quel qu'il soit. Alors là, je suis désolé, on voit pas trop les éléments. Ça pixelise un peu. J'espère que vous verrez mieux. Sinon, dans le PowerPoint que je vais vous envoyer, vous verrez mieux. Donc, du coup, on a une expérience client qui va se disséquer entre une zone d'XP positive, une zone neutre, une zone d'XP négative, et on va être avant, pendant la prestation de service et après la prestation de service. Dans le premier cas, quand je dois commander le service, je clique sur une application. Dans le deuxième cas, je dois chercher un numéro sur mon téléphone portable. Dans la première expérience, pour commander mon taxi, du coup, je fais un clic et je visualise mon attente. Dans le deuxième cas, j'attends, je fais la queue et je ne sais pas pendant combien de temps je fais la queue. Ensuite, le taxi arrive, la voiture arrive, et donc j'ai un moment de prise en charge. Dans un premier cas, on a un accueil qui a été travaillé par l'entreprise, avec un sourire, avec une façon de se présenter, etc. Dans un deuxième cas, on a un accueil qui est non travaillé, qui dans certains cas sera très très bien, et dans d'autres, bien moins bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été travaillé, donc par essence, il est aléatoire. Dans les deux cas, généralement, j'arrive à mon point B, qui était l'objectif. Donc, dans les deux cas, ça c'est respecté, mais c'est du neutre en fait. Quand je veux une prestation qui m'emmène d'un point A à un point B, je m'attends à arriver au point B. C'est le minimum à faire. Donc ça c'est du neutre, et dans les deux cas on y arrive. Dans le premier cas, le paiement est automatisé. Dans le deuxième cas, il faut que j'ai du liquide sur moi ou éventuellement une carte bleue. Et puis ensuite, il y a l'après. Qu'est-ce qui se passe après pour la facturation, par exemple? Dans mon premier cas, j'ai automatisé par email en temps réel ma facture et je peux même évaluer mon expérience à chaud en continu. Dans le deuxième cas, on me dit il n'y a pas de papier ou la machine ne marche pas. Et donc généralement, j'ai même pas de preuve ou de ticket de mon achat, ce qui peut me poser des problèmes ensuite quand je fais une note de frais, par exemple, quand je suis quelqu'un qui est en déplacement souvent. Et la grande différence, c'est le dernier point, vous l'aurez compris, dans le deuxième cas, il n'y a pas d'évaluation de l'expérience. Et du coup, quand il n'y a pas d'évaluation de l'expérience, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien qui change. Donc vous l'aurez compris assez facilement. Dans le premier cas d'expérience, je suis chez Uber. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le modèle social, etc., c'est pas du tout mon propos aujourd'hui. Mon propos, il est bien de dire que l'expérience vécue, elle est généralement plutôt satisfaisante. Et dans le deuxième cas, alors j'avais mis les taxis parisiens, mais ça peut être les taxis lyonnais, les taxis bordelais, c'est assez souvent pareil. Le souci vient du fait qu'il n'y a pas d'évaluation. Donc, qui nous dit pas d'évaluation, pas de mesure, égale aucune mise en mouvement de l'entité pour essayer de changer. Donc ça, c'était vraiment la partie qu'est-ce qu'un parcours client. Ensuite, c'était un peu la promesse de ce webinaire, c'est quelle doit être votre checklist avant de démarrer un projet d'expérience client. Première chose qu'il faut faire, c'est de définir vos objectifs. Pour cela, il va falloir vous créer une équipe Customer Experience en interne. Nous, généralement, on va vous conseiller d'avoir une équipe à la fois sur des métiers, type le métier de l'expérience client. Il y a beaucoup de services qui existent dessus. Ça peut être dans le marketing, dans le service marketing. Il faut bien penser à relier des gens transverses également. Donc des consultants qui sont entre l'IT et le marketing, les gens qui dominent le CRM, par exemple, dans votre société. Il faut surtout avoir un sponsor interne. Un sponsor interne, ça veut dire que si vous n'avez pas quelqu'un, un membre de votre comité de direction,
de votre direction, d'un copil, d'un codir ou ce que vous voulez, qui est sponsor de la démarche, votre démarche n'ira pas très loin généralement. Il vous faut ensuite vérifier vos ressources disponibles, quelles sont vos datas que vous avez déjà à disposition, quels sont les domaines que vous avez à disposition, quelles sont les ressources humaines que vous avez à disposition, quelles sont les ressources financières. Et à cette étape-là, il faut déjà un peu réfléchir à ces KPI. Deuxième étape, c'est de définir le parcours client et les endroits où vous pourrez intervenir. Nous, ça, ce qu'on conseille de faire, c'est de le faire avec un périmètre qui va être défini dans un atelier de design thinking, qui va vous permettre à ce coup-ci de vous assurer que les KPI auxquels vous aviez pensé à l'étape d'avant vont être les bons et les KPI principaux. Ça va permettre de définir les enquêtes que vous allez lancer. Certaines ont sûrement vocation à être des enquêtes en continu, d'autres peut-être des enquêtes avec type barométrique à froid. On va aussi pouvoir définir comme cela les modes de collecte. Pour certains clients, il est peut-être plus intéressant de leur envoyer des enquêtes par SMS. Pour d'autres, c'est peut-être plus par email. Pour d'autres sujets, c'est peut-être plus une enquête sur une pop-in sur un site internet, par exemple. Et de définir également les cibles et l'échelle géographique. Si vous visez le monde et que vous faites, par exemple, que votre enquête en français, va forcément poser un problème, c'est naturel que de le dire. Mais l'échelle géographique que vous visez est importante parce que notamment si vous êtes organisé avec des entreprises qui ont été rachetées au fur et à mesure du temps, elles ne communiquent peut-être pas très bien entre elles au niveau des CRM, par exemple, et ça peut être un nœud de problème par la suite. Donc, il faut bien réfléchir à ça dès le début. La troisième étape, ça va être tout simplement la mesure. Il va falloir collecter les informations via des enquêtes principalement, via des ressources sur Internet, faire de l'analyse sémantique, de l'analyse des émotions, avoir à disposition des tableaux de bord pour la direction, pour le service expérience client, mais pourquoi pas jusqu'aux opérationnels, on va le voir par la suite, et donner du sens à vos données. La quatrième étape, ça va être l'action. Il va falloir traiter l'insatisfaction. Il va falloir lancer les actions terrain pour transformer les expériences. Concrètement, qu'est-ce que je fais pour faire qu'un client qui n'est pas content puisse devenir un client content? On va pouvoir aussi miser sur déjà les clients qui, eux, sont contents pour en faire des véritables ambassadeurs et donc utiliser à juste titre les notions de Net Promoter Score. Et on peut utiliser également les avis clients qui sont sur Internet, qui sont également une mine d'or d'informations générales. L'autre étape, ça va être l'amélioration. Il va falloir instaurer un comité de suivi de tout ça. Il va falloir trouver les leviers pour améliorer vos KPI. Nous, c'est des sujets qu'on a très souvent, les entreprises qui ont 2 ans d'existence, de mesures, de collecte, etc., qui ont leur Net Promoter Score, qui soit il est à 28,9 ou 28,91, de trouver un levier peut être très difficile. Du coup, quand on est là-dessus, il faut aller regarder dans les verbatims et donc faire de l'analyse sémantique. Donc, il faut avoir plusieurs niveaux et plusieurs cordes à son arc. Et il faut également accompagner les équipes. Accompagner les équipes, ça veut dire, c'est le dernier point, c'est tout simplement de porter la culture customer-centrique en interne, porter cette culture client par le comité de direction, par votre sponsor qui avait été nommé au début. Ça doit être lui l'ambassadeur en interne de ce sujet-là. Il faut être capable aussi de diffuser les rapports et les datas jusqu'aux équipes opérationnelles. C'est bien beau d'avoir des tableaux de bord, mais s'il n'y a que le service expérience client qui les regarde, ça ne sert pas à grand-chose in fine. Ça peut être très bien en démarrage, il n'y a que le service expérience client qui le regarde, parce qu'on s'approprie une culture au fur et à mesure. Par contre, si une fois que vous avez lancé tout votre projet et qu'au bout de 2 ans, c'est toujours le service expérience client qui regarde tout ça, la culture ne s'est pas diffusée et donc les leviers d'action seront bien moins nombreux. L'idée étant d'ériger ce qui s'appelle la symétrie des attentions, qui est portée par une belle entité chez nous en France, comme valeur pour impliquer les collaborateurs. C'est l'Académie du service qui porte ça en France et qui évidemment est un superbe sujet à travailler pour tout le monde pour les années à venir, c'est-à-dire réconcilier un petit peu les collaborateurs avec les exigences des clients et que finalement on travaille tous en symbiose là-dessus. Donc voilà un petit peu la checklist que nous on vous propose chez Vocasa. L'idée étant d'aller sur ces sujets-là, mesurer, analyser, piloter, agir et engager. Je vais essayer de vous montrer un petit peu de concret dans le peu de temps qui m'est imparti dans un webinaire de 30 minutes. Néanmoins, le premier point, c'est la mesure. Si vous ne savez pas mesurer les choses, vous ne pouvez pas les manager, tout simplement. On ne peut pas activer des actions de management si on n'a pas de chiffres
et de choses très factuelles derrière sur lesquelles tout le monde est d'accord. En fait. La collecte, pour mesurer, tous les types de collecte existent évidemment. Ça peut être une collecte en face à face. Ah, je vois que j'ai des éléments, des petits, les icônes ne fonctionnent pas. Via des QR codes, via des formulaires papier, via des enquêtes automatisées, via du SMS, par des tablettes, par du téléphone, via les réseaux sociaux. Tous les modes de collecte sont utilisables, mais c'est ce qui va servir à déterminer un atelier justement de design thinking, c'est quel type de collecte est la bonne pour quel contexte pour vous directement. La mesure en continu, c'est quoi? C'est tout simplement de sortir de l'enquête à froid. L'enquête à froid, c'est bien. Ça peut être toujours très très bien dans un certain nombre de cas. Mais dans d'autres cas, vous l'aurez compris, quand on fait de l'enquête actuellement sur la situation, par exemple, du télétravail en France et que notre baromètre il est au mois de novembre, par rapport à la situation actuelle, évidemment, notre baromètre du mois de novembre va servir à rien. Donc là, l'idée, c'est de faire des choses en continu. Vous avez sûrement vu beaucoup de baromètres là, de Ipsos, BVA, etc., qui sont en train de se faire en ce moment, qui concernent la situation, les anxiétés, les inquiétudes de chaque salarié français, évidemment. Ils sont nombreux aujourd'hui, donc ça, c'est très important, évidemment. Gagner du temps, gagner de l'argent, du coup, gagner en réactivité. Par exemple, quand on va faire des enquêtes à chaud, si je suis à un hôtel, qu'on me dit que les sanitaires ne sont pas propres, si j'ai cette information-là dans 3 mois, ça ne sert à rien, parce que pendant 3 mois, mes sanitaires seront restés sales. Si j'ai l'information tout de suite, et que c'est pas un client, mais 10, 100, 1000 clients qui me le disent d'affilée, j'ai des systèmes évidemment d'alerting qui vont me permettre de piloter tout ça. Avez-vous des exemples de mauvais CX pour connaître quels sont les faux pas à éviter? Oui, c'est toute une série. On a beaucoup d'exemples sur le sujet, des exemples plus ou moins rigolos, forcément. Je vais pas pouvoir les donner maintenant, Cathy, mais relancez-moi tout à l'heure ou je note la question dans ma tête tout à l'heure. Gagner en connaissance client également, évidemment, c'est le but du jeu, et d'améliorer sa relation client. Le tout pour bien soigner aussi ses collaborateurs, parce qu'on n'y pense pas assez, mais les gens qui doivent répondre au téléphone toute la journée et qui se prennent que des mauvaises nouvelles et que des clients pas contents toute la journée, il faut être capable de les soigner aussi. Et les soigner, ça passe par des outils de collaborateurs pour leur envoyer des ondes positives également. Et ça, c'est des outils qu'on peut mettre à votre disposition. Les analyses, alors je vous montre pas le détail, là aussi ça pixelise un petit peu, je suis désolé, ça va être ma connexion internet. Il y a beaucoup d'indicateurs dans le monde du Customer Experience. Tout le monde connaît sûrement le Customer Effort Score, le Net Promoter Score, le CSAT, qui s'appelle ainsi, mais que vous utilisez déjà sûrement tous, le Higher Employee Score, et toute une autre série d'indicateurs qui peuvent être plus ou moins adaptés à vos contextes. Par exemple, le Customer Effort Score, c'est essentiellement quand vous faites de l'enquête suite à du SAV, centre d'appel, choses comme ça. Ça n'aurait pas trop de sens quand vous venez de livrer un produit, par exemple. Ça dépend un petit peu des sujets. Là encore, on est capable de vous accompagner dans ces démarches-là pour définir quels vont être les bons indicateurs pour vous à travers. Les indicateurs tendanciels, ça c'est quelque chose de très important et de très intéressant. L'idée ici, c'est d'avoir des outils et des indicateurs, comme vous le voyez sur l'écran, qui vont pouvoir vous dire, vous étiez à 8,40 en satisfaction sur 10 le mois d'avant, vous avez fait plus 0,25, donc du coup, vous avez une petite tuile, comme ce que vous voyez à l'écran, qui se colorie en vert, avec un petit smiley positif. Ou alors, vous avez fait plus 5 sur votre Net Promoter Score, là encore, ça va améliorer, évidemment, votre satisfaction. On a également des indicateurs de type seuil ou objectif. Hop là. Là, l'idée, c'est plutôt de se dire, nous, dans notre entreprise, on a pour objectif d'avoir un Net Promoter Score à 40. Pour ceux qui maîtrisent moins, le Net Promoter Score, celui de moins 100 à plus 100. Fixer 40, c'est déjà un bel objectif en soi. Et donc, pareil, quand on va atteindre cet objectif, là, les tuiles dans vos tableaux de bord vont se colorier en vert directement pour vous aider à y voir plus vite les choses rapidement. On aura également des KPI agrégés. On fait du véritable parcours client. Un parcours client, généralement, une fois qu'on l'aura fait, on va dire je veux écouter 3 points, 5 points, 10 points de mon parcours client. Ça dépend de votre entreprise, de votre surface commerciale. Évidemment, le parcours client dans une petite PME de service et chez Airbus, c'est pas le même, forcément. Il y a moins d'étapes, forcément aussi. Donc, du coup, on va pas étudier la même chose. Néanmoins, on est capable de faire des grands agrégateurs qui vont permettre
de remonter les informations à un comité de direction, à votre fameux sponsor par exemple, pour voir que sur l'ensemble des enquêtes du parcours client, la satisfaction générale est à 8,10 et qu'elle augmente de plus 0,09 dans l'exemple qui est ci-dessus. Donc là, l'idée, c'est de fournir évidemment les bons indicateurs à la bonne personne et au bon moment. On aura également des graphiques de ce type-là, c'est-à-dire des graphiques multi-enquêtes pour un véritable parcours client. C'est-à-dire que sur un seul et même graphique, on peut voir les résultats de votre enquête numéro 1, avec l'enquête numéro 2, l'enquête numéro 3, etc. On aura également des outils pour agir. Agir, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle chez nous le Customer Care. C'est par exemple, vous avez des systèmes d'alerte qui vont pouvoir arriver dans une boîte mail, mais qui vont aussi pouvoir arriver dans un véritable outil de gestion de ticketing qui vont vous permettre de dire tel client insatisfait, il est automatiquement affecté à telle personne, mais comme à l'intérieur de cette insatisfaction, la personne nous a dit qu'elle avait eu un souci de livraison et qu'elle voulait résilier, on va être capable d'escalader les choses ou alors de séparer le ticket en deux pour dire telle chose, enfin ce ticket-là, il doit être envoyé à la fois au service résiliation et au service livraison pour gérer deux aspects du verbatim que nous aura donné la personne. On aura donc les systèmes d'alerte, comme je vous décrivais, donc elles se lancent sur l'atteinte ou non d'un objectif, elles peuvent se lancer sur des incidents, sur des mécontentements. Là, le but, c'est vraiment de gérer l'insatisfaction pour transformer les irritants. Le but aussi, c'est d'alimenter en interne, pourquoi pas, d'éléments positifs pour maintenir l'adhésion des collaborateurs, prendre soin du collaborateur, comme je vous le disais également au début. Nous aurons également des outils d'intelligence linguistique. Là, le but, c'est de faire parler les verbatims, de donner du sens et des émotions à vos textes, comprendre pour mieux agir, agir en fonction des impacts. Et ça, très souvent, seuls les contenus textuels permettent d'activer ce genre de choses et de voir évidemment les impacts que l'on peut avoir. Si je change telle chose, quel va être mon impact sur un Net Promoter Score, ou ce genre de sujet-là vont être des points très très importants évidemment. Agir, c'est également faire des plans d'action. Donc, par exemple, on va utiliser ce qu'on appelle des matrices de satisfaction importance avec 4 grandes cases. Alors là, ces cases sont adaptables évidemment sur le sujet, mais on va pouvoir, comme cela, grâce à des formats de calcul, trouver les points pour lesquels il faut agir vite, les points sur lesquels il faut capitaliser, les points qu'il faut maintenir dans notre activité et les points qui sont à surveiller. Et ça va se matérialiser, par exemple, comme ceci. Alors là, bon, j'ai un exemple qui n'a pas tout pris en compte, mais on va avoir des points qui vont être répartis. Et par exemple, on va avoir dans Agir vite, c'est la livraison. Et sur Capitaliser, c'est-à-dire peut-être ce sur quoi il faut communiquer dans nos campagnes de pub, on va avoir la sympathie de nos opérateurs, etc., etc. Et donc, avec ces grandes grilles de plans d'action, on peut aller travailler les sujets véritablement. L'engagement, c'est que les données, c'est bien qu'elles soient dans un outil de Customer Experience, c'est encore mieux quand on est capable de boucler la boucle et de renvoyer les données issues de la collecte et de la mesure de l'expérience client dans votre CRM, dans votre ERP, et donc les personnes qui utilisent ça au quotidien, les opérateurs téléphoniques, les commerciaux, etc. Là, j'ai un exemple, donc c'est Alice Dinaba. Si quand j'ai Alice Dinaba au téléphone, je sais que la dernière fois qu'elle a répondu à une enquête, elle nous a mis 8,10 et qu'elle était très satisfaite et qu'elle nous a mis un super Net Promoter Score, mon appel, ça va pas être du tout le même que si je vois que la dernière fois, Alice Dinaba, elle nous a mis 3 sur 10 et qu'elle a mis un verbatim qui était pas super sympa pour nos services. Le but, c'est d'aider les personnes qui sont au contact des clients à mieux traiter le client. Donc ça, c'est hyper important. Les données, c'est pas parce qu'elles sont collectées dans un outil qu'elles ne doivent pas être repoussées dans des outils du quotidien. Donc ça, c'est très important là-dessus. L'engagement, c'est aussi d'être capable de faire ce qu'on appelle chez nous des emails récapitulatifs. C'est-à-dire que l'on va envoyer des datas aux personnes qui en ont besoin directement. Envoyer des datas, ça va être tout simplement pour leur éviter à eux d'aller se connecter à un tableau de bord avec des données, donc aussi connecter avec un login et un mot de passe. Là, on leur envoie directement les statistiques dont ils ont besoin, par exemple une fois par semaine, quand on est dans le monde de l'hospitality, ou une fois par jour, quand on est dans le monde de la vente en ligne, peut-être une fois par mois, si je suis chez un concessionnaire automobile. On va l'envoyer à la bonne personne au bon moment. Ces emails vont vraiment servir à renseigner généralement des responsables opérationnels sans avoir à gérer des accès sécurisés à la data, etc.
On va pouvoir engager également avec les avis clients. Les avis clients et mélanger intelligemment avec les enquêtes vont vous permettre évidemment de faire parler vous les données, les gens qui vous répondent aux enquêtes, pour pousser toutes ces informations aussi vers les sites d'avis clients et vers l'un des principaux qui est Google My Business pour faire que, admettons, votre marque s'est fait pourrir récemment sur Google My Business, et d'un seul coup, on est capable d'injecter via des automatismes toutes les réponses qui ont été faites dans les enquêtes. Et généralement, les réponses qui sont faites dans les enquêtes sont des réponses où on sollicite les personnes, donc généralement des réponses beaucoup plus homogènes, alors que sur les sites d'avis clients, les gens qui viennent s'y répondre, c'est généralement les gens qui n'ont pas eu d'occasion d'avoir de réponse de votre part et d'avoir pu s'exprimer avant. Donc généralement des réponses très négatives. Donc l'idée étant de mixer les deux pour contrer en fait les avis négatifs. Donc voilà un petit peu en 30 minutes, j'essaie de respecter la promesse du début, les éléments que je pouvais vous partager aujourd'hui. Je vous invite déjà à commencer à écrire vos questions. Si vous en avez, bien sûr, ça me ferait très plaisir de pouvoir rester encore un petit peu avec vous. Et puis en attendant, je vois qu'il y a déjà quelques questions, donc je vais déjà répondre à quelques-unes. Sur la première question des faux pas à éviter, il y a plusieurs faux pas à éviter. Par exemple, nous on a eu des clients qui ont absolument voulu faire le projet par eux-mêmes, tout seuls, etc., et qui ont voulu mettre des enquêtes sur des tablettes, par exemple. Très bien, au demeurant, c'était dans des lieux d'accueil, donc c'était super bien. Et ils se demandaient pourquoi ils n'avaient pas beaucoup de taux de retour. Donc, du coup, on a cherché à regarder un petit peu ce qu'ils faisaient, comment ils avaient choisi de le faire, etc. Et on s'est aperçu qu'ils posaient une enquête de 35 questions sur des tablettes. 35 questions, c'est à peu près 7 minutes 30 pour y répondre, normalement. Qui reste devant une tablette pendant 7 minutes 30 dans un lieu d'accueil? Personne. Donc, du coup, taux de retour complètement mauvais. Quand on est sur des enquêtes sur tablette, évidemment, faut poser des questionnaires très courts. Donc, voilà un des écueils que l'on peut avoir, évidemment, quand on réfléchit pas bien son projet, quand on fait pas bien un vrai atelier de design thinking là-dessus. Autre question, concernant les méthodes de calcul, est-ce que les calculs se font en mode continu en temps réel, bien sûr, évidemment, ou plutôt à un instant T sur une analyse d'un échantillon de portefeuille? Ça dépend de l'enquête, en fait. Les enquêtes en continu, les tableaux de bord, les KPI se font en continu, évidemment, puisque tous les jours il y a de la data, toutes les minutes il y a de la data, donc tous les indicateurs, tous les graphiques se modifient en temps réel, changent en temps réel en fonction des réponses qui arrivent. Et puis, il y a certaines enquêtes barométriques, on va plutôt réfléchir sur un échantillon. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, nous, chez certains de nos clients, par exemple dans le monde du camping, va y avoir des enquêtes automatisées, etc., qui servent à mesurer véritablement les choses en continu. Et puis, sur un sujet, par exemple, est-ce que notre campagne de pub que l'on a lancée vous plaît? Je schématise un petit peu, puis il y en a 3-4 questions juste là-dessus. C'est peut-être pas la peine de faire participer les 200 000 clients. On peut peut-être envoyer ça à 10 000 clients, avoir 2000 réponses, et que ça soit tout à fait suffisant pour avoir un vrai feedback là-dessus. Donc l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Sandrine, on peut tout à fait utiliser les deux leviers. Les deux leviers sont souvent très très complémentaires, ça dépend du sujet. Quel taux de réponse peut être considéré comme représentatif? C'est une question qu'on nous pose tout le temps, tout dépend de votre entreprise, tout dépend si vous êtes en B2B ou en B2C. Je redonne toujours cet exemple-là, les enquêtes politiques, les enquêtes des instituts d'études sont faites sur des échantillons de 1000 personnes, notamment donc sur les enquêtes politiques, qui sont censées représenter 40 millions de personnes. Donc évidemment, il y a des quotas, il y a des redressements, il y a toute une série de choses qui peuvent se faire, mais il y a aussi des exemples très très particuliers. Par exemple, vous êtes une entreprise qui fait du B2B, vous avez 100 clients, vous lancez votre enquête auprès de 100 clients, si vous obtenez 10% de taux de retour, vous pouvez jeter votre enquête à la poubelle. Elle sert à rien, parce que derrière, vous avez eu 10 réponses. Donc ça sert absolument à rien. Par contre, vous êtes une grande mutuelle, vous avez 500 000 clients, vous avez 10% de taux de retour, même taux de retour, ça vous fait du coup 50 000 réponses, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec vos datas, elles seront nécessairement représentatives avec cette volumétrie-là. Donc vraiment, le contexte, il est hyper important. Et du coup, par rapport à ce contexte-là, on va aussi pouvoir favoriser des modes de collecte, évidemment. Quand on a 100 clients,
Lancer l'enquête par email, c'est peut-être bien, mais il vaut peut-être mieux faire une relance au téléphone ou que le commercial s'implique ou qu'il y ait un motivant ou un incentive pour y répondre que d'essayer d'envoyer une relance par email, une autre relance par email, une autre relance par email. Donc, il faudra peut-être mieux gérer les modes de collecte de façon différente. Alors, Tony nous pose la question, que pensez-vous des enquêtes via SMS du B2C tout court? Oui, B2C tout court. Les enquêtes par SMS, ça peut être très bien, tout dépend comment elles sont conduites. Et là encore, c'est les ateliers de design thinking qui peuvent vous pousser à faire ça. Les enquêtes par SMS, on va le dire tel que c'est, ça coûte plus cher que les enquêtes par email pour un taux de retour qui n'est pas forcément supérieur. Il est très souvent inférieur. Néanmoins, il y a certains cas, quand dans votre base de données, vous avez la colonne email, enfin le champ email qui n'est pas renseigné, mais que le champ téléphone portable est renseigné, bah oui, Tony, c'est hyper bon évidemment de faire une enquête par SMS dans ce cas-là. Par contre, si vous avez le champ email qui est renseigné, nous on sait prouver, et on a nombre de clients qui peuvent en témoigner, qu'en effet, toujours à date, l'email donne plus de taux de retour que le SMS. Je dis pas que ça sera le cas dans 6 mois, je dis pas que ça sera le cas dans un an, mais en tout cas, à date, on a toujours un meilleur taux de retour et ça reste moins cher l'email par rapport au SMS. Évidemment, les SMS, il y a des coopérateurs. Néanmoins, nous, on a énormément de projets que l'on fait en cross-canal, c'est-à-dire qu'on envoie à la fois de l'email ou du SMS. Si l'email n'est pas renseigné, mais que le téléphone portable est renseigné, automatiquement, notre système va envoyer un SMS plutôt qu'un email, etc. Donc, tout cela est géré évidemment de façon automatisée. Donc, voilà pour mon sentiment vis-à-vis de votre question. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors surtout aussi, n'hésitez pas à mettre une petite note normalement au-dessus de ma tête si vous avez aimé ce webinaire ou si vous l'avez moins aimé ou si vous l'avez aimé mais vous vous dites tiens, ça n'a pas répondu à toutes mes attentes, mettez-les. Nous très souvent les webinaires on les rejoue, donc du coup ça nous permet nous aussi de nous améliorer que d'avoir évidemment vos commentaires. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors en parallèle, hein, vous voyez, on a mis nos coordonnées pour ceux qui sont intéressés. De toute façon, je vais envoyer un email à tous les participants aujourd'hui. Vous aurez nos coordonnées directes. Hein, donc surtout, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des idées, des questions, des projets. On sera là pour vous répondre. Alors j'attends encore peut-être un petit peu. J'espère en tous les cas que la qualité sonore et visuelle aura été au rendez-vous. J'ai vu que le PowerPoint pixelisait un petit peu, c'est sûrement dû à ma connexion malheureusement, mais vous aurez tout ça dans un joli PowerPoint à la suite par email. Merci Sandrine, merci Tony, merci Laure, merci Olga, je suis ravi si ça a pu vous être utile en tous les cas. Alors, Marie-Pierre Bachelet, je suis surpris, la représentativité ne dépend pas de la volumétrie, ça dépend. La représentativité peut dépendre de plein de critères, mais la volumétrie en fait partie. Si vous avez 1 million de réponses sur une enquête, je peux vous assurer que vos données sont représentatives, sans aucun problème. Par contre, après, en effet, on peut échantillonner, on peut travailler avec du quota, etc. Nous, ce que l'on constate là-dessus, c'est que au-delà de 5000 réponses, en fait, pour être très pertinent dessus, les critères et les chiffres bougent à la dizaine, enfin au dixième généralement. Donc c'est en cela où je dis que dès qu'on a de la volumétrie, c'est forcément représentatif. Mais tout dépend de ce qu'on appelle volumétrie. Hein. Si volumétrie c'est 500 personnes, non, c'est pas forcément représentatif. Si volumétrie c'est de la centaine de milliers de réponses, il y a de grandes chances que ça soit très représentatif. Merci Mélissa, merci Valérie. Oui, on est confinés. Donc j'espère que vous allez en tout cas tous bien et également vos proches. On pense fort à tout le monde dans ces moments-là, évidemment. Donc je vais vous souhaiter à tous une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir pour un prochain webinaire. Merci à tous. À bientôt, au revoir.